Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon avec le photographe Stéphane Scotto qui me reçoit dans sa très belle galerie de la Hume. Stéphane, tu es né à Paris mais désormais tu fais partie de la team Chocolatine. Après des études dans le domaine du cinéma, tu montes avec un pote une boîte de production audiovisuelle. Tu pars ensuite faire ton service militaire, pas de balayage de longs couloirs inutiles pour toi. Tu as de la chance, tu pars sur la base de Ouakam à Dakar, au Sénégal, pour devenir photographe aérien. Alors je lisais dans une interview en préparant cet épisode que c'était la plus belle expérience de ta vie. Après 6 ans, tu rentres en France. Impossible de retourner à Paris, tu t'installes sur le bassin où tu as passé une partie de ton enfance. Tu finis par repartir, tu traverses l'océan Atlantique pour les États-Unis, puis les Antilles françaises, et tu vis désormais à nouveau sur le bassin. Ce podcast s'appelle Parlons Livre Photo. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler de ton parcours, de ton travail et surtout de tes livres. Balade en Aquitaine, balade en altitude, rencontre avec la lumière, j'ai rêvé du bassin, Mon petit paradis, une autre planète, préfacé par Yann Arthus Bertrand, et celui qui m'intéresse aujourd'hui, le dernier, Organique, sur lequel nous reviendrons plus tard dans cet épisode. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien, merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté de nous inviter chez toi dans ta galerie. Avec grand plaisir. Et une galerie dont je disais tout à l'heure qui est vraiment magnifique, que j'avais l'habitude de voir sur tes publications Facebook et ça fait du bien et ça fait plaisir de la voir en vrai. Merci beaucoup. Comme tu le vois, je manque encore un peu d'espace. J'espère pouvoir trouver un lieu encore plus grand parce qu'évidemment, comme je suis un peu spécialisé dans le grand format, c'est jamais assez grand en fait les locaux. Mais en plus ici sur le bassin, tu sais que c'est pas évident de trouver des locaux suffisamment vastes. Mais en tout cas, merci pour le compliment. Écoute, de rien. J'ai fait une petite présentation. Je pense que j'ai été pas trop mal dans les grandes lignes. Très bien, est-ce que t'as des trucs à rajouter ? T'as très bien résumé. T'as parfaitement résumé. Effectivement, ce passage par l'armée de l'air qui m'a permis d'aller plus loin dans la photographie alors que je me prédestinais plutôt au cinéma et à l'audiovisuel et qui m'a fait découvrir la photographie aérienne dans des conditions assez particulières et que j'ai pu finalement mettre à profit ici sur le bassin d'Arcachon en me spécialisant dans la prise de vue de paysages, notamment de paysages marins et particulièrement en prise de vue aérienne. Alors, tu es un grand fan de cinéma, tes photos ont souvent des noms de films. Oui. On peut revenir un petit peu dans le passé et parler de cette passion pour le cinéma, de tes études dans le cinéma et de la boîte que tu as montée. Oui, bien sûr. Alors, en fait, la passion pour le cinéma a démarré vers l'âge de 12-13 ans. Et puis, alors à l'époque, la vidéo n'existe quasiment pas, le numérique encore moins, bien sûr. Et donc, avec des copains du collège, on tourne des petits courts-métrages en Super 8, muets. Et puis, on découvre le montage. Alors, le montage, à l'époque, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils ne se rendent pas compte, mais le montage, à l'époque, ça consistait à couper le film, à le fraiser et à le coller avec de la colle ou du scotch, puisqu'on parle là de film d'une matière, c'est pas du numérique. Et donc, ça a été d'abord cet apprentissage, les petits scénarios tapés à la machine à écrire, le tournage en Super 8. Et puis, petit à petit, la vidéo est arrivée, les premiers caméscopes. Et on a commencé vers l'âge de 16 ans, 17 ans, avec les copains, toujours entouré de copains passionnés comme moi. On a commencé à tourner des petits clips, des parodies. C'était l'époque des nuls, des inconnus, tout ça. Donc, ça nous inspirait beaucoup. Donc, on faisait beaucoup de choses comme ça, des petites parodies, des petits sketchs. Et puis, j'ai décidé que, donc, vers cet âge-là, vers 16-17 ans, que ça devait devenir mon métier. Et donc, je suis parti en bac cinéma audiovisuel, où j'ai été entouré encore de plein de camarades passionnés comme moi. Et ça, c'était quand même la chose la plus importante, finalement,
au-delà des études elles-mêmes, c'était quand même le fait d'être avec d'autres personnes de mon âge, passionnées comme moi, dont d'ailleurs beaucoup avaient déjà un pied dans l'audiovisuel et dans le cinéma, puisqu'ils étaient filles ou fils d'acteurs, de techniciens du cinéma, de monteurs, de monteuses, etc. Et donc, d'avoir été dans cet environnement m'a permis, très jeune, à l'âge de 20 ans, de monter une petite société de production vidéo avec donc un copain qui s'appelle Renaud, et puis de tourner des films, de faire du film d'entreprise, institutionnel, et puis de se spécialiser assez rapidement dans le tournage multicaméra de concerts. Alors, comme on était jeunes, on avait été repéré par des producteurs de musique qui produisaient des groupes jeunes de notre génération. Donc, c'est l'époque NTM, c'est l'époque groupe FFF, etc. Et donc, ils avaient envie de nous faire travailler. On a commencé comme ça et on a mis en place un concept de tournage de concert à 10 caméras. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez chiadé pour l'époque. Ouais, puis avec beaucoup de logistique, du coup, j'imagine. Alors, justement, notre principe, c'était de ne pas faire de montage en régie directe. C'est ça qui nous différenciait d'autres structures. En fait, nous, on appelait les copains avec lesquels on avait fait nos études, en fait, qui savaient tous filmer, qui savaient tous tenir une caméra. Et on mettait 10 caméras avec 10 cadreurs. Et chaque caméra enregistrait ses propres images, ce qui fait que ça nous permettait après de faire des montages vraiment assez poussés, assez précis. C'est d'ailleurs le concept qui a été finalement réalisé par l'émission Taratata, que tout le monde connaît. On avait, avant Taratata, inventé en fait quelque part cette méthode de travail pour... c'est-à-dire on faisait un tournage de concert un peu comme on monte un clip, quoi, en fait, hein, avec un montage très précis. Donc c'était très bien parti pour nous. On avait mis un pied chez Sony Music. On devait d'ailleurs tourner le premier grand concert du groupe NTM au Palais des Sports. C'était acquis. Et c'est là que l'armée s'est rappelée à notre bon souvenir en nous disant les gars, vous avez arrêté vos études, maintenant il faut faire le service militaire. Pas le choix. Donc on a dû dissoudre notre société qui s'appelait Hôtel du Nord Productions. Et moi, j'ai signé un contrat avec l'armée pour partir en tant que photographe à Dakar pendant 2 ans, au lieu de 10 mois. Ouais, j'allais dire, à l'époque, c'était 10 mois le service et toi, tu es parti 2 ans. Voilà, j'ai fait un volontariat, service long outre-mer. Et c'est ce qui te permettait peut-être d'avoir une fonction plus intéressante. En fait, oui, tant qu'à faire. En fait, bon, moi, je voulais faire les chasseurs alpins parce que j'étais passionné de montagne et de ski. J'étais pas apte à cause de ma vue parce que je suis très myope et donc même avec des lentilles de contact, j'étais pas accepté. Et donc j'ai passé le concours pour entrer au Fort d'Ivry à l'ECPA, l'établissement cinématographique et photographique de l'armée. L'idée, c'était quand même de mettre à profit ce que je savais faire dans le cadre de mon service militaire. Malheureusement, j'ai pas été reçu à l'ECPA. Et donc, j'étais un peu dégoûté quand même parce que je trouvais ça pas très logique que j'ai déjà une telle expérience dans l'audiovisuel et qu'ils me prennent pas à l'ECPA. Je trouvais ça quand même anormal. Donc, je suis allé me plaindre au bureau du service national qui était à l'époque à Place de la Nation. Et c'est là qu'on m'a dit, écoutez, si vous voulez vraiment utiliser vos compétences dans l'armée, nous, on ne demande pas mieux, mais il faudra signer un contrat long. Et on a des places en Outre-mer. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait la Polynésie. Bon, finalement, c'est Dakar qui est sorti. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé photographe sur une base française à Ouakam, au Sénégal, à côté de Dakar. Et où j'ai passé effectivement les 2 plus belles années de ma vie. Parce que j'ai découvert d'abord un pays, un continent. On est à une époque où l'Internet n'existe pas. Donc, on n'a pas cet accès aujourd'hui. On a presque l'impression on connaît tout. de tout connaître. On a déjà tout vu, du moins. Oui, à la limite, on va sur Google Earth pour aller visiter un pays. Incroyable, on peut déjà voir tellement de choses. Donc, puis bon, tous les reportages, tout ce qu'on peut trouver sur Instagram, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut visiter un pays complètement juste derrière un écran de téléphone. À l'époque, c'est pas le cas. Et donc voilà, j'ai découvert cette vie-là, j'ai découvert la camaraderie aussi, hein, puisqu'on était quand même tous ensemble dans une atmosphère qui est différente, je pense, du service militaire classique en France.
Et puis surtout, j'étais employé pour ma spécialité, donc ça valorisait quand même mon travail. Et là, j'ai découvert la photographie aérienne. Donc à l'époque, c'était en hélicoptère. J'ai découvert le monde de l'aviation, le monde militaire, mais d'une manière un peu plus décontractée qu'en France. Et puis, ça m'a donné envie de rester. Finalement, je suis resté 4 années de plus à Dakar en tant que civil, où là, je suis devenu photographe dans la publicité et dans le corporate local. Et puis finalement, c'est en 99 que j'ai décidé de revenir en France et que je me suis installé sur le bassin d'Arcachon, que, comme tu l'as expliqué, je connaissais depuis mon enfance. Et puis, j'ai rapidement monté une galerie et c'est comme ça que j'ai glissé, on va dire, vers la photographie de paysage. Ok. On va rester encore un petit peu au Sénégal. C'est quoi le quotidien d'un photographe aérien de l'armée au Sénégal? Alors, je faisais pas que de l'aérien, hein. L'aérien, à la limite, c'était un peu La cerise sur le sur le gâteau. gâteau, exactement. Le travail de photographe sur la base consistait autant à faire des photos d'identité que des prises de vue sur du papier millimétré de pièces défectueuses d'avions ou de camions, etc. Mais également des reportages de défilés, de prises d'armes, de décorations militaires, de réceptions chez l'ambassadeur, etc. Mais aussi, j'accompagnais les pompiers de la base qui intervenaient à l'extérieur de la base, puisqu'on était dans le cadre d'une coopération militaire. Et donc, les forces françaises du Cap-Vert, hein, qui existent toujours, alors les effectifs ont été considérablement réduits depuis, mais il faut savoir que nous avons toujours des effectifs au Sénégal et qui interviennent aussi dans le cadre de cette coopération sur un accident de la route, sur un incendie, enfin des choses assez graves, où on vient en soutien des services de secours. Donc moi, j'accompagnais aussi les pompiers quand il y avait des choses graves à l'extérieur, pour faire de l'archive, en fait, hein. Et puis, je pouvais aussi partir sur des exercices militaires projetés à différents endroits du Sénégal pour faire couvrir en reportage photo les manœuvres, etc. Donc voilà, ça passait par tout ça. Et puis évidemment, au niveau des photographies aériennes, c'était principalement d'aller photographier des terrains, des zones, ce qu'on fait aujourd'hui par satellite en fait, hein. Mais bon, à l'époque, les satellites ne sont pas aussi développés qu'aujourd'hui. Le numérique n'existe pas, je ne cesserai jamais de le répéter. Donc en fait, le plus pratique, c'est d'emmener l'hélico avec un photographe et puis de faire des photos. C'est là aussi que je découvre le moyen format, puisqu'on a un moyen format argentique donc, au service photo. Et on me demande d'utiliser ce moyen format pour avoir une qualité d'image la plus précise possible. Donc c'est là aussi que j'apprends à travailler en moyen format. Et puis je fais aussi des images vidéo parce que quand ils découvrent en arrivant que j'étais d'abord dans l'audiovisuel et que je suis venu en plus avec une caméra pro dont on n'était pas doté au service photo, très vite on me demande du coup d'aller faire des images vidéo principalement aériennes pour démarrer en fait une archive vidéo qui n'existait pas. Voilà. Et puis, ça passait aussi par le développement des films du Breguet Atlantique, qui est un avion de reconnaissance de la marine. Le photographe de la marine ayant eu un problème de santé, je l'ai remplacé quelque temps avec mon chef, puisqu'on était deux au service photo. Et on était amené à développer ces fameux films pris. Alors, ça pouvait être des sous-marins pris en plein océan, ça pouvait être des zones pareilles. Enfin, tout ça, c'était du confidentiel défense. Et donc, moi, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'étais plongé là-dedans. Donc, c'était quand même très passionnant. C'est pour ça que je dis que c'est quand même les 2 plus belles années de ma vie, parce que j'ai jamais vécu de choses aussi intenses depuis. C'est passionnant. Alors j'ai eu la chance d'avoir pu voyager également au Sénégal et j'avais eu la chance de pouvoir faire quelques photos aériennes avec un ami pilote à Dakar, Alan Davis. Je sais pas s'il était déjà, ça fait un bail qu'il est là-bas. Et je me souviens que c'était juste, c'était mes premières photographies aériennes et bon voilà, Lac Rose que tu dois connaître, tout ça c'est vraiment magnifique. Tu as eu la possibilité de faire quelques photos pour toi aussi Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'ai cette possibilité donc, de voler assez souvent avec l'hélicoptère. Alors, à chaque fois, c'est quand même des missions précises.
Je ne peux pas dire, moi, au pilote, voilà, on va aller là, faire des photos du lac Redba. Je peux pas. Mais bon, je pouvais quand même faire des photos pour moi. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, je n'y pense même pas. C'est-à-dire que je fais la mission qu'on me donne et le reste, je le regarde. Je regarde, en fait, je profite. C'est plus tard que j'ai découvert, toujours en étant à Dakar, que j'ai découvert finalement le travail de Yann Arthus Bertrand en allant dans une librairie à Dakar et en découvrant son premier livre. Il me semble ça devait être un livre sur la Bretagne, vue du ciel. Et que là, je me dis, mais en fait, on peut avoir une vision artistique en prise de vue aérienne. Mais c'est un peu tard quand j'ai cette révélation parce qu'à ce moment-là, l'hélicoptère avec lequel je travaillais se crache. Justement, tu parlais du lac Rose. Il s'est crashé au lac Rose. Je devais être dans l'hélicoptère. Je ne suis pas monté dans l'hélicoptère parce qu'au dernier moment, ils ont annulé ma mission photo au profit d'une autre mission. Et 2 heures après que je me sois présenté devant l'hélico et qu'on m'ait dit bah non, tu montes pas, l'hélico s'est crashé au lac Rose. Alors heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Ils sont tous sortis. L'hélico était plié par contre. Et du coup, après, il y avait le temps qu'un hélico arrive, etc. Moi, j'étais sur la fin de mon contrat de 2 ans et donc je n'ai pas pu à l'époque. Et c'était très frustrant pour moi parce que je venais d'avoir cette révélation qu'on pouvait faire de l'artistique ou en tout cas du paysage en aérien. J'avais cette possibilité de le faire. Tout d'un coup, cette possibilité, au moment où j'ai cette révélation, n'est plus possible. Et donc, voilà. Et après les 4 années où je suis resté en tant que civil, en fait, je travaillais beaucoup, mais dans la pub. Et j'ai pas eu l'occasion de faire des photos aériennes de paysages. Donc, c'est une fois que je suis arrivé sur le bassin que je me suis dit, il faut que je le fasse ici. Et là, j'ai rencontré un pilote du LM, un personnage assez incroyable. Et on a commencé à travailler ensemble. Alors, l'ULM, c'est très pratique parce que tu enlèves la porte. Alors, c'est un ULM 3 axes, c'est pas un ULM pendulaire. Donc, c'est comme un petit avion, comme un tout petit Cessna. Mais qui peut voler plus lentement, qui consomme très peu, donc c'est très peu polluant. On est sur du 7 litres de samplon 95 de l'heure, donc c'est vraiment assez insignifiant. Comme une voiture. Et puis on vole. Moi, je fais 10-12 heures de vol par an, pas plus, donc c'est vraiment insignifiant. Et donc, en enlevant la porte, j'ai quand même cette vision. Alors, c'est un petit ULM à aile haute, donc j'ai quand même une vision assez panoramique. Et puis, on vole assez lentement, quoi. Donc, du coup, c'est là que je me suis mis vraiment à la photographie de paysage aérienne. Voilà. Donc à cette période, tu ouvres une première galerie à Arcachon. Tout à fait. Au début, c'est pas une galerie. Au début, c'est un magasin photo classique de développement de pellicules, photos d'identité, etc., que j'ai acheté alors que j'étais venu en vacances, alors que j'habitais encore à Dakar. Je travaillais et j'habitais à Dakar et je venais en vacances quand même tous les étés passer 15 jours sur le bassin, ce que j'ai toujours fait depuis mon enfance. Et je trouve ce magasin photo dans la rue principale d'Arcachon en liquidation judiciaire le jour où je vais pour faire développer mes pellicules photos de vacances dans ce magasin. Il se trouve que j'avais mes habitudes dans ce magasin car, écoute bien, le patron de ce magasin, le photographe, était un ancien photographe de l'armée de l'air, voilà, qui avait été en poste à Dakar où j'avais été aussi. Donc j'avais l'habitude depuis 2 ans d'aller tous les étés faire développer mes photos chez lui et puis de discuter avec lui pendant des heures du Sénégal et de l'armée de l'air, etc. Et là j'arrive, le magasin fermé, liquidation judiciaire, je fais une proposition au liquidateur, je l'achète, la proposition est acceptée, je l'achète, et du coup, au début, je ne pense pas du tout à faire une galerie. Je pense à continuer ici et sur Bordeaux ce que je faisais à Dakar, c'est-à-dire du corporate et de la pub, la photo de publicité, et avoir ce magasin saisonnier avec des employés qui peut fonctionner un peu tout seul. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme prévu. On est en plein dans la période de la transition du numérique et le marché du développement de pellicules photo s'effondre. On est dans quelle année là ? Là, on est en 2000, 2001, 2002, voilà. Et c'est en 2003 alors que ce magasin ne marche pas,
alors que la photo publicitaire ne marche pas non plus pour moi, parce qu'en fait, autant à Dakar, j'avais un très bon niveau, autant quand je suis arrivé ici, j'ai pris une claque, parce que je me suis rendu compte que mon niveau était nul. Et qu'il y avait plein de photographes ici en Gironde, et notamment sur Bordeaux, qui avaient un niveau bien supérieur au mien, une expérience bien plus élevée, et contre laquelle je ne pouvais pas lutter, quoi. Donc, du coup, je me suis concentré sur ce petit magasin photo qui marchait pas, qui vivotait. C'était pas rentable. Et du coup, j'étais pas bien, en fait, hein. Je suis même passé par des phases dépressives, où je me suis posé beaucoup de questions. Mes copains du cinéma, qui eux avaient continué dans l'audiovisuel et qui étaient tous à Paris, me disaient mais reviens, on va te faire bosser avec nous. J'ai même fait un petit stage de directeur de post-prod à Paris pendant 15 jours. Mais en fait, je voulais pas revenir habiter à Paris. J'avais goûté à cette vie au bord de la mer, d'abord à Dakar, ensuite ici. Je me voyais pas retourner à Paris. Et donc, bon, j'étais un peu soumis à mon sort. Et puis un jour, j'ai posé au mur de ce magasin photo une photo que j'avais fait de la dune du Pilat avec mon moyen format de l'époque, argentique. Et les gens, je l'ai encadré, et puis je l'ai mis en déco, en fait, dans le magasin. Et les gens ont commencé à dire ah mais c'est joli, est-ce que vous pourriez me la vendre? Et c'est là que ça a fait tilt. Je me suis dit en fait il y a peut-être un truc à faire. Il n'y a pas de galerie ici de photos. Les gens ont envie de décorer. Les gens sont très ancrés au territoire sur le bassin d'Arcachon, hein. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi en Bretagne, en Normandie. En Alsace. Je sais pas, en Alsace, mais certainement, avec d'autres paysages, mais aussi sur la côte basque. Les gens sont très fiers, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs souvenirs, souvent d'enfance, etc. Donc, oui, ça fait partie des régions avec une forte identité. C'est ça, exactement, un ancrage très fort, et donc l'envie de l'afficher aussi sur son mur, chez soi, à son bureau, etc. Et donc, je suis tombé exactement au même moment où j'ai eu un peu cette révélation. Je suis tombé sur un article, un gros dossier sur Philippe Plisson dans Chasseurs d'images. Et donc Philippe Plisson avait déjà plusieurs galeries en Bretagne. Et donc là, je me dis, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse ici, c'est une galerie. Et donc, j'ai fermé le rideau, j'ai fait quelques travaux, je me suis mis en mode prise de vue pendant tout l'été indien, là, septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre, où ici on a des très belles lumières, et où c'est calme, les touristes sont partis. Et là, je me suis mis à fond à faire des photos, à chercher un style, à commencer à apprendre à faire du panoramique par assemblage. Alors tout ça toujours en moyen format, donc avec une très haute qualité d'image. Et puis à faire de l'aérien à fond avec le pilote du LM. Et donc j'ai rouvert pour Noël, juste avant Noël, en tant que galerie photo. Et ça a été un succès immédiat. Et là c'est l'aventure. Et c'est comme ça que je me suis spécialisé dans la prise de vue de paysage, parce que je me suis rendu compte que finalement ça me plaisait beaucoup. De partir seul avec le matériel et de créer sa propre petite aventure, même sur un territoire qui est limité, hein, parce que le bassin d'Arcachon, c'est que 80 km de circonférence, mais c'est aussi un petit tour du monde en soi, le bassin d'Arcachon, parce qu'il y a beaucoup de paysages différents, on passe vraiment d'une ambiance à une autre. Et donc, et puis avec des paysages qui se transforment avec les marées, avec les saisons, voilà, c'est tout le temps en mouvement. Donc du coup, une possibilité de se renouveler en permanence et de découvrir des nouvelles choses en permanence. Et ça fait quand même 22 ans que je photographie le bassin d'Arcachon, et j'arrive encore aujourd'hui à me renouveler, à trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Mais tout ça en prenant son temps. Toujours en prenant son temps. C'est vraiment une clé essentielle de ce concept, c'est de ne pas trop se précipiter, de ne pas trop alimenter non plus en surproduction d'images, pour laisser le temps aux photos d'exister, de faire leur chemin aussi. Hein, puisque moi, j'ai adopté depuis le début de l'aventure les tirages numérotés, donc limités à 30 exemplaires. Et donc, il faut laisser le temps à une photo d'atteindre les 30 exemplaires et ne pas faire tout le temps les mêmes photos qui se ressemblent, parce que sinon, après, ça devient de la photo d'illustration, et là, c'est plus le même métier, et c'est pas non plus les mêmes valeurs de photo. Effectivement. Donc, première aventure, première galerie. Et là, ça marche, mais tu décides de partir aux États-Unis. Alors, pour la première galerie, donc marche très bien pendant 11 ans. Trop bien, semble-t-il. Et alors, je pense que c'est un point commun que tous les photographes
de paysages, de nature et les photographes animaliers, tu en as interviewé quelques-uns. On a peut-être tous un point commun, évidemment, c'est une sensibilité par rapport à la nature, hein, qui nous vient directement de cette... Enfin, moi, c'est venu... J'étais pas forcément sensible à la nature. C'est la photographie de paysage qui m'a amené, et la photographie aérienne qui m'ont amené à devenir sensible à la nature. C'est le même parcours que Yann Arthus Bertrand, hein. Il est devenu sensible à la... Alors, lui, il était déjà... C'est vrai qu'avant d'être photographe, il était parti... il avait une réserve au Kenya. Exactement. Ouais. Mais la photographie aérienne, particulièrement, qui permet donc de prendre de la hauteur au sens propre comme au sens figuré, qui permet de voir d'en haut des choses qu'on ne voit, d'avoir une autre vision et surtout d'avoir une vision globale d'un paysage, permet, je pense, de se sensibiliser encore plus à la nature. Et ici, sur le bassin d'Arcachon, qui est un territoire très convoité, hein, en tant qu'urbanisation, mais aussi évidemment pour le tourisme, est un territoire qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions et une pression humaine très forte. Et ça, j'en ai pris conscience très très vite, très très rapidement. Et donc j'ai commencé à m'investir beaucoup. J'ai mis le doigt dedans et là j'ai foncé dans cette thématique. J'ai commencé évidemment à dénoncer des choses, des choix politiques, de politique locale. J'ai commencé à dénoncer la vision de développement de certains élus locaux, notamment du maire d'Arcachon. Et je me suis attiré les foudres des élus locaux assez rapidement. Et l'aventure de la galerie d'Arcachon a dû s'arrêter en 2011. J'ai subi un abus de pouvoir du maire d'Arcachon, dont je me suis battu pour essayer d'obtenir justice. Je n'ai pas réussi. J'ai fini par vendre ce local. Et là, effectivement, j'étais très fâché contre le bassin d'Arcachon en général, contre les habitants du bassin qui, pour moi, ne réagissaient pas, contre les élus, etc. Et j'ai décidé de partir tenter ma chance en Amérique, où la photographie de paysage est beaucoup plus respectée finalement qu'en France. C'est vrai qu'en France, la photographie de paysage, que ce soit du paysage figuratif ou de la photographie aérienne un peu plus abstraite, tout de suite, on est catalogué dans la carte postale, dans le Yann Arthus Bertrand. Bon. Et du coup, c'est, je pense, à tort dévalorisé en tant qu'œuvre, en tant que démarche artistique. Un de nos confrères, qui s'appelle Jérémy Lenoir, qui fait aussi de la photographie aérienne, qui a une véritable démarche intellectuelle, a d'ailleurs fait une conférence TEDx très intéressante et que j'invite tous tes auditeurs, mais surtout tous nos confrères photographes à aller regarder sur YouTube. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Il a fait donc toute une conférence TEDx sur le sens de la photographie de paysage. Et ça, c'est bien parce qu'il a mis des mots là où je n'arrivais pas à en mettre. Et donc, je lui dis merci pour ça. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. Du coup, c'était le fait que tu partes aux États-Unis, donc l'aventure de la galerie s'arrête. Alors, j'allais souvent aux États-Unis dans un bassin d'Arcachon bis, hein, qui est sur la côte est du côté de Boston, qui s'appelle Cape Cod. Et Cape Cod, les gens connaissent sans connaître, c'est là où a été tourné Les Dents de la Mer. C'est un endroit qui a toujours été oui, j'allais dire, très ça prisé. Me parle, tu me donnes. Oui, c'était le fief des Kennedy, donc c'est un endroit qui est. D'ailleurs, c'est la porte d'entrée finalement des Anglais. Ça a été la porte d'entrée des migrants anglais aux États-Unis. Hein. C'est par là que ça a démarré du côté de Boston. Et donc, j'ai découvert cet endroit où j'allais régulièrement, qui était très photogénique, avec aussi un énorme ancrage, une très forte identité. Et je m'étais dit, bon, je pense que si je fais la même chose qu'à Arcachon, ça va marcher, mais alors puissance 10. Et du coup, je voulais m'installer là-bas. Donc, le projet, c'était ça. Et rapidement, malheureusement, j'ai été découragé par les démarches à faire pour obtenir un visa qui me permettait de rester. Et du coup, j'ai abandonné un peu lâchement ces démarches. Et du coup, je suis parti aux Antilles, en Guadeloupe. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir en Guadeloupe. C'est un endroit qui me plaît beaucoup aussi, qui est très esthétique. L'archipel de Guadeloupe est extrêmement photogénique, très varié. Donc, je m'étais dit, bon, ça peut se faire aussi en Guadeloupe.
Et finalement, au bout de 5 ans, je me suis aperçu que non, parce que il n'y avait pas une démarche suffisamment étendue chez les habitants en Guadeloupe vers la décoration de leurs intérieurs. Oui, et puis pour les touristes, c'est un peu dur à ramener dans sa valise. En plus, et puis le tourisme qui s'est développé quand même en Guadeloupe est plutôt un tourisme de masse, malheureusement, et c'est pas forcément des gens qui vont acheter des belles photos, grand format. Voilà, bon. Donc, comme ici sur le bassin, j'ai toujours pensé que c'est plutôt, quand on fait des photos comme ça, c'est plutôt pour des gens, des locaux, c'est plutôt pour des gens qui ont cet attachement et cet ancrage. Donc, ça peut être des gens qui vivent sur place, mais ça peut être aussi des gens qui, comme moi, avaient un lien avec l'enfance et qui ont envie d'afficher cette passion pour le lieu dans leur intérieur ou à leur bureau. Et donc, j'ai trouvé qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas malheureusement cette notion-là. Et donc, j'ai fini par laisser tomber. Alors, j'ai fait un petit passage aussi par Saint-Barthélemy, où là, il y avait plus de possibilités, mais où c'était compliqué de s'installer pour des raisons évidentes de coût. Et puis après, il y a eu Irma, l'ouragan qui a tout ravagé en 2015 ou 2016. Et du coup, en fait, je me suis relancé ici sur le bassin d'Arcachon. J'avais bien sûr gardé ma maison. Et... Le maire avait changé. Mais non, parce que je suis pas sur la même commune. Ville, oui. Moi, j'ai changé. Voilà, je suis pas sur la même commune. Et donc, j'ai rouvert une galerie plus grande ici à Gujan-Mestras, à 500 mètres de ma maison, en fait, et où je suis très bien, en fait, parce que j'ai moins de passages de touristes, parce que je suis pas dans la localité où il y a beaucoup de passages, mais à la limite, c'est mieux. Et du coup, les gens viennent spécifiquement pour visiter la galerie, échanger avec moi et éventuellement, si ça leur plaît, faire un choix de photos. Donc on est plus dans du sur-mesure. Ça m'a permis de développer des choses encore plus haut de gamme, des formats beaucoup plus grands, sur des supports plus haut de gamme, avec des encadrements très haut de gamme pour le coup. Et ça, c'était, je pense, le pari gagnant. Ok. On va retourner un petit peu sur la photographie aérienne. Donc, tu évoquais tout à l'heure le crash de l'hélicoptère. Oui. Et récemment, l'ULM avec lequel tu avais l'habitude de voler, alors ça, je l'ai vu sur ton compte Facebook, c'est aussi crashé. Oui, alors l'ULM, le A22 rouge avec lequel j'avais fait tant de photos avec Michel Boudig. Alors Michel Boudig, qui était le pilote vraiment avec lequel j'ai fait le plus de photos aériennes dès mon arrivée ici, avait revendu cette ULM parce qu'il commençait à être un peu âgé, donc il avait arrêté de piloter pour de la photographie aérienne en tout cas. Et il avait revendu son ULM à 2 autres pilotes. Et je revolais depuis quelques temps d'ailleurs avec un des 2 pilotes et ce fameux ULM rouge A22. Et 2 jours avant que je revole avec donc c'était au mois de mai, il s'est crashé juste après le décollage sur l'hippodrome qui est après l'aérodrome. Le pilote a été quand même blessé. Le passager, heureusement, n'a pas été blessé et l'ULM était foutu. Et 2 jours après, j'ai donc volé avec un autre ULM avec lequel je vole, avec un autre pilote. Et là, on a eu une fuite de liquide de refroidissement que j'ai senti sur ma jambe, en fait, puisque comme la porte est enlevée, oui. donc je m'en suis rendu compte parce que je recevais le liquide sur ma jambe. Et du coup, on a dû atterrir d'urgence à l'aérodrome le plus proche, qui n'était pas celui duquel on avait décollé, pour voir ce qui se passait et réparer cette fuite. Donc la mission photo a été annulée. Et ça, c'était le dernier vol que je devais faire avant de sortir mon nouveau livre organique dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, ces photos-là n'ont pas pu se faire, en fait. Et depuis, j'ai revolé quand même. J'ai refait un vol, là, après tu sais qu'on a eu un incendie terrible qui nous a ravagé plus de 80% de notre forêt primaire. Alors pour resituer pour les auditeurs, donc l'épisode va être diffusé en octobre, mais on enregistre fin août. Oui. Donc voilà, il y a 15 jours. Quoi. Voilà, il y a 15 jours, nous avons eu au cours du mois de juillet, un peu plus que 15 jours en fait, on a eu au cours du mois de juillet, ça fait déjà un mois en fait que ça a brûlé. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Et donc on a eu un mois de juillet vraiment
vraiment très particulier avec un incendie impossible à maîtriser, des évacuations de certaines villes du bassin jusqu'à 12 jours pour la ville de Cazaux. Il y a eu presque 20 000 personnes en tout qui ont été évacuées pendant plusieurs jours de chez eux. On a tous les campings qui ont brûlé, 3 restaurants qui ont brûlé, plusieurs maisons qui ont brûlé. Et on a perdu plus de 80% d'une forêt primaire qui était, je crois, même la forêt naturelle la plus vaste d'Europe. Donc c'est une perte inouïe, le paysage est transformé, on a vécu quelque chose d'assez traumatisant. Et donc depuis, alors évidemment, pendant toute cette période, je n'ai pas volé. Et là, j'ai volé la semaine dernière pour la première fois, enfin non, il y a 2 semaines maintenant. J'ai fait un vol justement pour aller photographier un petit peu le résultat de tout ça. Donc voilà, je démarre un travail de long terme de fond sur cette forêt transformée, meurtrie en fait. Et j'attends aussi des autorisations pour me rendre dans la forêt, qui pour l'instant est interdite, puisque c'est quand même assez dangereux, les arbres sont fragilisés. Mais oui, c'est un traumatisme quand même. Ouais, j'imagine. On parlait des crashs du LM, c'est un traumatisme également. Tu y penses quand tu voles Oui, moi je suis tout à fait conscient que les accidents existent. Notamment dans la prise de vue aérienne, parce que on vole quand même pas très haut, et donc quand on a un problème mécanique ou une erreur de pilotage à une altitude assez basse, ça pardonne pas en général, parce qu'autant si on est je sais pas moi, à 2000, si vous êtes à 2000 pieds, tu t'es à 2000 pieds, ce qui fait quand même, tu divises par 3, alors en mètres, je sais pas combien ça fait, mais enfin... 666 mètres. Si t'es à 600, putain, tu comptes bien, toi. Si t'es à 666 mètres d'altitude et que t'as une panne moteur, tu peux planer, rejoindre un lieu où se poser, que ce soit un champ, un aérodrome, évidemment. Donc, c'est possible de rattraper le coup et de s'en sortir parfaitement bien. Par contre, si t'es à 300 pieds et que tu as une panne moteur, tu n'as pas la possibilité de planer, quoi. Donc là, il faut trouver un lieu tout de suite pour se poser en urgence. Il y a un risque de décrochage qui est plutôt très fort. Et là, là tu n'en réchappes pas. Donc c'est très dangereux, la photographie aérienne. Souvent, les gens, même pour faire des baptêmes en petit avion de tourisme, ils sont, pour moi, dans quelque part une inconscience. Ils se rendent pas compte en fait du risque qu'ils prennent. Les accidents d'avion, et surtout tous ces petits avions, les ULM, les autogires et les petits avions de tourisme, ces accidents arrivent très régulièrement, très très régulièrement, soit par une erreur de pilotage, soit par le plus souvent un problème mécanique. Et donc voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère de voler. Bon, d'abord, il y a aussi l'impact écologique. Quand on vole en avion, alors l'ULM, c'est pas le cas parce que ça consomme vraiment rien, mais même les petits avions, c'est quand même des consommations assez importantes. Les hélicoptères, les gens qui font des baptêmes en hélicoptère, c'est minimum 350 litres de l'heure. Donc il y a quand même un impact aussi écologique qui pose problème aujourd'hui. On n'y pensait pas avant, mais maintenant on commence à en parler. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Mais l'accident aéronautique fait partie de la vie de l'aéronautique. Et donc, faire de la photographie aérienne, c'est pas dénué de prise de risque. Ça, il faut bien le savoir. Donc moi, par exemple, je ne vole pas si... Je vole pas pour le plaisir. Je vole vraiment pour faire des photos, même si j'y prends du plaisir. Mais à chaque fois que je pars, je suis conscient que ça peut arriver. Et j'ai des copains à qui c'est arrivé. Nous avons un confrère qui s'appelle Pierre Carreau, qui est un photographe du bassin d'Arcachon, mais qui était expatrié sur l'île de Saint-Barthélemy pendant une quinzaine d'années, que je suis allé visiter souvent quand j'habitais en Guadeloupe. Je suis allé rendre visite régulièrement à Pierre à Saint-Barthélemy. Et lui, il a réchappé à un crash avec un Cessna, alors qu'il faisait des photos aériennes à Saint-Barthélemy. Il photographiait un catamaran, donc c'était un travail de commande. Et à force de tourner autour du catamaran,
le réservoir d'essence, étant donné que le réservoir est dans les ailes, il n'y avait pas assez d'essence pour couvrir les 2 ailes. Et comme il tournait tout le temps dans le même sens, le moteur n'a plus été alimenté en essence. L'ULM a calé. Ils étaient bas, donc ils ont décroché immédiatement. Le pilote a décidé d'amérir le mieux possible. Pierre a réussi à s'extraire de l'avion, mais pas le pilote. Et le pilote est mort noyé dans l'avion. Voilà, ça c'est quand même très traumatisant. D'ailleurs, Pierre n'a plus fait de photo aérienne depuis. Mais quand il m'a raconté cette histoire, moi j'ai vraiment pris conscience que ça pouvait arriver. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans la photographie aérienne, bien, il faut qu'ils aient conscience de ça quand même. Il faut qu'ils le fassent avec un pilote qui a vraiment... Moi, je vole jamais avec des pilotes amateurs. Je vole jamais avec un pilote qui fait ça en loisir. Je vole avec des pilotes qui en ont fait une activité professionnelle déclarée, avec un engin qui est révisé régulièrement. Et je ne prends pas de risque. S'il fait trop chaud, par exemple, je ne vole pas parce qu'il n'y a pas assez de portance. Et c'est là aussi qu'il y a pas mal d'accidents qui arrivent parce que soit l'avion n'est pas assez puissant, soit le pilote n'a pas bien évalué que la portance était faible. Donc, au-dessus de 35 degrés, moi, je ne vole pas. Voilà, je vole pas. Donc, je trouve que ça vaut pas le coup pour faire voler, prendre des risques pour sauver des gens comme le font les secouristes, etc. Oui, mais voler pour faire des photos qui vont être vendues dans une galerie ou être dans un livre et prendre des risques inutiles, c'est prendre des risques inutiles. Donc voilà, j'essaye de limiter au maximum les risques. Ils existent, les risques. D'où les 10-12 heures seulement de vol par an. Alors non, les 10-12 heures, non, si je pouvais voler, si j'avais le besoin de voler, ça m'est arrivé de voler beaucoup plus, hein, ça dépend des besoins que j'ai, mais d'abord c'est un coût quand même de voler, hein, faut pas l'oublier, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un territoire qui n'est pas si vaste que ça, le bassin d'Arcachon, même si les paysages sont variés, au bout d'un moment, faire des ronds au-dessus du même territoire, il y a un risque de se répéter tout le temps. Et donc, volontairement, je me force, je me limite à pas trop voler pour pas refaire les mêmes photos et pas me lasser moi-même de ça. Il y a même des périodes où, je crois qu'il y a une époque où j'ai pas volé pendant 2 ans. Il y a une période aussi où je n'ai pas fait une seule photo pendant 1 an, que ce soit des photos terrestres ou aériennes. 2018. Ah, je vois que tu t'es bien renseigné. Donc en 2018, effectivement, j'ai considéré que je n'avais plus d'inspiration, je n'avais plus de vision originale de ce territoire, et que donc fallait faire une pause. Et pendant 1 an, j'ai pas fait une seule photo, pas une seule photo. Et ça m'a été utile parce que ensuite j'ai eu une nouvelle idée. Voilà. Et donc je suis reparti sur une nouvelle idée. Et voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre son temps. Oui, les pauses, ça peut être bénéfique. Tout à fait. On va parler un petit peu matériel. Alors, dans le podcast, habituellement, on ne parle pas matériel photo, mais une fois n'est pas coutume. Alors, tu es, pardonne-moi le terme, j'ai déjà utilisé avant, mais un obsédé de la netteté. Et tu travailles logiquement, du coup, au moyen format qui te permet d'avoir les nettetés absolues, même trop, tu me disais tout à l'heure. Tu peux nous parler un petit peu de ton matériel photo ? Alors, la netteté, quelque part, c'est un petit peu un résumé un peu rapide en fait, du concept. C'est pas tant la netteté qui m'intéresse, c'est les détails. Comment dirais-je, le point commun de mon travail, notamment aérien, c'est le détail, c'est les petits détails. C'est-à-dire ce que j'aime, et c'est ce que ressentent les gens quand ils viennent dans ma galerie. Ils voient d'abord une photo en grand format dans son ensemble, qui peut pour les aériennes paraître quelque chose de complètement abstrait, puisqu'on est sur des formes de la nature. Et quand ils s'approchent du tirage, ils découvrent plein de petits détails qui vont finalement leur permettre de se situer dans cette image, de revenir à une réalité et d'avoir une échelle, l'échelle de l'image. Ces petits détails, ça va être une personne, ça va être des traces de pas, ça va être un oiseau, ça va être un bateau, un ostréiculteur. C'est tous ces petits détails
que je veux absolument avoir. Et donc, c'est évidemment par la netteté que je vais les avoir. Et c'est donc indispensable pour moi de travailler en moyen format. Donc, depuis le début, je travaille en moyen format, depuis le début de mes prises de vue. Même à l'armée, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler en moyen format, donc argentique. C'est en 2013 que je suis passé au moyen format numérique, puisque Pentax avait sorti le Pentax 645Z, donc qui était le premier appareil photo moyen format numérique accessible, puisque avant cet appareil, c'était uniquement Hasselblad, qui était vraiment hors de prix. Et puis il y avait les dômes Mamiya, enfin Phase One, qui se mettaient derrière les appareils Mamiya. Donc ça coûtait quand même très très cher. Moi, je ne pouvais pas me le permettre. Et donc je continuais à travailler en argentique jusqu'à ce que Pentax sorte le 645Z, que j'ai acheté pour partir en Guadeloupe. Parce que je me suis dit, en Guadeloupe, ça va être trop compliqué de gérer les films, les développements de films, la conservation des films, etc. Et donc, j'ai franchi le cap à ce moment-là. J'ai travaillé avec le Pentax 645Z pendant de longues années, puisque ça fait que depuis l'année dernière que je suis passé au GFX 100 Fuji, après beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations, parce que j'avoue que le Pentax 645Z est quand même un appareil extrêmement performant, à condition évidemment de pouvoir prendre son temps. On n'est pas sur du matériel qui est conçu pour faire de la photo de sport ou de la photographie animalière ou du reportage divers et variés, social ou du reportage de guerre. On est sur du matériel qui permet d'avoir une superbe qualité à condition de prendre son temps, de travailler sur trépied, de ne pas avoir recours à des vitesses d'obturation trop élevées. Je crois qu'il va jusqu'au 2 millième, pas plus. Et puis, surtout, de ne pas avoir à prendre des photos en rafale, quoi, parce que ce n'est pas un appareil qui est fait pour ça. Il y a aussi des temps d'enregistrement des images qui sont assez lents, puisqu'on est quand même sur des images déjà qui sont assez lourdes. Et puis, c'est un appareil qui est quand même assez vieux. Il n'a pas été modifié depuis 2013, quand même. Donc Ils le vendent toujours ? Alors, je crois qu'ils le vendent toujours. En tout cas, moi, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, à nos confrères, qui ont envie de passer au moyen format, aujourd'hui, on peut acheter un Pentax 645Z d'occasion pour vraiment pas grand-chose. Et en plus, c'est compatible avec toutes les optiques Pentax, les anciennes optiques Pentax fixes, qui sont de très bonne qualité, manuelles, à mise au point manuelle. Moi, c'est ce que j'ai utilisé là pendant presque 7 ans. Donc voilà, on peut très bien s'en contenter. Et j'ai envie de leur dire, démarrer avec cet appareil, parce qu'il est quand même génial, cet appareil. Il est très costaud. Il résiste aux intempéries, il résiste à tout. En fait, on a même un confrère photojournaliste qui travaille qu'avec ça, et puis régulièrement, il met des vidéos sur Facebook où il le passe sous l'eau, sous un robinet pour le nettoyer et tout. Bon, voilà, c'est un appareil vraiment... Bon, alors après, il est lourd, il est imposant. Voilà, c'est un appareil cubique. Mais du coup, ça donne c'est une autre méthode de travail, en fait. Ça oblige à une autre méthode de travail qu'un réflexe. Et puis, Fuji s'est lancé à fond dans le moyen format numérique hybride. Et finalement, j'ai franchi le cap. J'ai acheté l'année dernière le GFX 100. Donc moi, j'ai pris le GFX 100 qui a la forme du réflexe, avec le gros carré avec poignée verticale. C'est ça. Je voulais absolument la poignée verticale, parce que je fais de plus en plus de photos verticales, donc en mode portrait. Et en aérien, c'est compliqué de lever le bras pour tu vois ce que je veux dire ? On est un peu... À l'étroit, voilà. Donc, du coup, j'avais vraiment envie d'avoir un appareil avec un déclencheur vertical. Et finalement, je me suis laissé tenter par le GFX 100. D'abord, la visée hybride est intéressante. Ensuite, il y a le stabilisateur sur le capteur, directement sur le capteur, qui permet quand même en aérien d'avoir des photos très nettes, même à des vitesses d'obturation plus lentes. Donc de ne pas avoir forcément à monter dans les ISO, parce qu'avec le Pentax, j'étais obligé de monter à 400, 600 ISO. Là, je peux continuer à faire mes photos à 100 ISO, quoi. Donc c'est quand même mieux pour des tirages grand format. Et puis voilà, donc j'ai 100% de photos nettes, quoi, alors qu'avec le Pentax, j'étais à 50% de photos un peu floues, quoi. D'un autre côté, je trouve, alors ça c'est mon avis personnel, tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve que
que le capteur de la série des GFX 100, du fait qu'ils aient poussé 50 millions de pixels dans un capteur qui est le même que le 50 millions de pixels, donc ils ont rajouté 50 millions pour faire 100 millions, j'ai l'impression qu'on a une image un peu dure, trop nette, un peu trop nette. Et donc ça nécessite, soit il faudrait que Fuji fasse une mise à jour pour essayer peut-être de modifier cette netteté qui rend l'image un peu binaire, un peu dure, qui lui enlève un peu sa poésie. Ou alors il faut trouver par le traitement de l'image un moyen de redonner un petit peu de velouté, quoi, j'ai envie de dire, ou de poésie à l'image. Déjà, j'ai décidé de ne plus rajouter de netteté sur Photoshop sur les images prises avec le GFX 100. Voilà. Parce que rajouter de la netteté à la netteté, en fait, c'est une erreur. Ça accentue encore plus ce côté binaire. Donc là, mes dernières images, là, je rajoute plus du tout de netteté. Je garde la netteté d'origine. Mais bon, de toute façon, beaucoup d'appareils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, j'ai décidé que j'utiliserais le GFX 100 uniquement pour l'aérien et que j'allais continuer à utiliser le Pentax 645Z pour le terrestre, pour les prises de vue terrestres. Voilà. Ok. 100 millions de pixels, tu vas jusqu'à quoi comme agrandissement pour tes tirages? Ah bah là on n'a plus de limite là, hein, parce que la limite, ça va plutôt être la taille du support. Donc si je fais par exemple des tirages directs sur UV, hein, le print UV que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté, tu disais tout à l'heure, des petits reflets, même sur, ça c'est mat enfin c'est mat avec des reflets quand même, mais moi surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des ancrages plus forts à certains endroits, et du coup quand on passe le doigt, on sent les reliefs. Alors par exemple si je fais des photos avec les parcs à huîtres, je montre aux gens, d'ailleurs je leur fais toucher le tirage et je leur dis regardez, c'est comme du braille en fait, c'est comme du braille, quand on touche on sent les parcs à huîtres, donc il y a ce petit relief très léger qui permet d'accrocher la lumière selon l'éclairage et d'avoir vraiment une image avec cette sensation de relief, donc on a l'impression qu'elle vit l'image. Donc les plaques de Dibond, elles font au maximum 2 mètres, 2 mètres par 3 mètres par 3 mètres à peu près. Donc voilà, moi je peux faire un tirage de 2 mètres par 3 mètres sans aucune perte de qualité, hein. Avis aux intéressés, et j'aimerais bien aller voir une fois que vous l'avez chez vous. Et alors aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a peut-être parmi nos confrères et ceux qui nous écoutent, des gens qui se sont intéressés à la subligraphie, qui est quand même un peu la Rolls des tirages. Et la subligraphie nécessite quasiment 300 dpi pour avoir une qualité au top. Donc c'est très simple, hein. Avec un capteur de 50 millions de pixels, tu peux faire un 60-80 à 300 dpi. Et avec un 100 millions de pixels, tu fais un 90 par 120 à 300 dpi. Donc pas besoin d'interpolation. Donc ça veut dire qu'à la limite, si tu fais une belle interpolation, tu peux faire un tirage encore plus grand sans aucune perte. Donc pour des gens qui proposent leurs images en grand format, ce qui est mon cas, ça vaut le coup. Par contre, moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui travaillent que sur de la photo d'illustration pour la presse ou qui diffusent principalement leurs photos sur Internet ou qui font que des petits tirages. Je vois pas l'intérêt de passer en moyen format. Franchement, c'est un peu ce... Je serais pas aussi dur que toi. Je trouve que quand tu fais du portrait, même si c'est sur le net ou même sur le smartphone, tu as un modelé d'image avec la profondeur de champ qui est... Oui, mais alors, non, mais alors j'entends, je précise. Mais à ce moment-là, tu restes sur un capteur qui correspond. 50 suffisent. Voilà. L'idée d'être dans la course aux pixels et d'avoir 100 millions de pixels, franchement, ça n'a pas d'intérêt. À la limite, le GFX 100 avec la visée verticale, s'il avait existé en 50 millions, je l'aurais pris. Parce que réellement, je pense que le GFX 50 a une qualité, un modelé et une poésie dans l'image qui est supérieure au GFX 100. Les gens de chez Fuji vont pas être d'accord, mais bon, je crois que c'est pas la peine de raconter des bobards, en fait. Faut pas se raconter des bobards. Il faut être conscient que si on prend le GFX 100, on est à la recherche des 100 millions de pixels, c'est mon cas, mais il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin des 100 millions de pixels ?
est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai pas réellement besoin, si je peux me contenter de 50 millions, il vaut mieux rester sur le GFX 50. On va aller encore plus loin sur le GFX 100. Je crois que tu l'as aussi avec les mises à jour de firmware. Tu peux faire du 400 millions sur trépied. Tu as essayé? Alors, j'ai pas encore essayé. J'ai fait la mise à jour. J'ai pas essayé. Bon, c'est une opération, si tu t'y es un peu intéressé, c'est une opération un peu complexe. Ouais. J'ai pas essayé parce que j'en ai pas l'utilité, mais je vais le faire un jour. Je vais le faire. Là, j'ai décidé en fait de me remettre un peu plus au paysage figuratif. C'est-à-dire avec mon livre organique, là, j'ai un peu, je pense, été au bout de ce que je pouvais faire, en tout cas pour le bassin d'Arcachon en aérien, puisque ça fait quand même 2 livres d'affilée qui sont sur cette thématique de l'aérien, avec beaucoup de photos abstraites sur la matière, etc., sur le côté graphique. Donc là, j'ai envie de me remettre au paysage figuratif, les grands panoramiques. J'ai envie de redonner un petit peu aussi de noblesse au paysage figuratif. Et puis là, c'est vrai que les événements qu'on a vécus ici, la disparition de notre forêt, m'a fait prendre conscience que toutes ces photos de paysages figuratifs ont aussi un intérêt patrimonial. Ce sont des images qui vont rester dans la mémoire collective. J'ai pris conscience que toutes les photos que j'avais faites depuis 20 ans, avec la présence de la forêt de la Teste, de Buch, aujourd'hui, elles ont une valeur patrimoniale, parce qu'il faudra peut-être 15 ou 20 ans avant de retrouver une forêt comme ça. Donc, c'est quand même aussi... il y a un intérêt documentaire important. Et donc, j'ai envie de me remettre un peu au figuratif. Et donc, du coup, je vais tester cette fameuse fonction et essayer de me faire une photo de 400 millions de pixels. Faudra que tu me montres ça. Voilà. Alors là, on en est quasiment à 1 heure d'enregistrement et on n'a toujours pas parlé de livres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va se concentrer sur le dernier parce que tu as fait pas mal de livres et ça prendrait vraiment trop de temps. Néanmoins, j'ai quand même une question sur le livre Une autre planète. Comment on fait pour avoir la préface signée par Yann Arthus Bertrand? Alors là, c'est hyper simple. C'est un ami qui s'est d'ailleurs occupé, qui a signé les textes du livre, à un moment donné où on échangeait ensemble sur qui pourrait être la personne qui préfacerait mon livre. Il m'a dit, écoute, moi, il me paraît évident que ça doit être Yann Arthus Bertrand. Je lui ai dit, ok, comment on fait? Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Lui, il avait une radio qui s'appelle Radio Cap Ferré. Et donc, il avait beaucoup de réseaux. Il m'a dit, pas de problème, moi, j'ai son mail, je vais lui écrire. Et c'est lui qui s'est chargé de lui écrire. Il a présenté mon travail à Yann Arthus Bertrand, en lui expliquant le projet, en mettant la maquette en PDF du livre, etc. Et alors, c'est marrant parce que pour l'anecdote, j'étais en train de terminer le vol en ULM des dernières photos que j'allais intégrer dans le livre, parce que ça fait partie de mes habitudes quand je boucle un livre. Je suis dans la dernière semaine de bouclage de la maquette. Le rendez-vous est pris chez l'imprimeur. C'est tel jour que je vais aller l'imprimer. Je fais toujours des photos de dernier moment qui vont venir compléter le livre. Souvent, d'ailleurs, c'est les plus belles. Et là, je faisais mon dernier vol 1 semaine avant d'aller imprimer. Et donc, ça faisait quelques jours que mon ami Hervé avait envoyé le mail à Yann. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant qu'il avait envoyé le mail. Et au moment où on atterrit avec l'ULM, mon téléphone vibre, sonne. Alors, j'attends quand même qu'on ait atterri pour répondre, pour voir. Et là, donc c'était un numéro que je connaissais pas. Et là, j'ai un message, et c'était Yann Arthus Bertrand qui m'appelait pour me dire qu'il serait ravi de faire la préface, que la photo de la couve l'avait vraiment interpellé, et donc que je pouvais le rappeler quand je voulais pour qu'on en discute et tout. Donc je l'ai rappelé immédiatement, on a eu un échange très sympa. Et puis il m'a dit ok, il m'a dit je vais le faire, il n'y a pas de souci, avec plaisir et tout. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a aidé pour les ventes, tu penses? Pas du tout. En fait, c'est pas la première fois que je fais préfacer mon livre par, on va dire, une célébrité. Tous mes livres ont été préfacés. J'ai jamais considéré que ça pouvait aider les ventes. D'ailleurs, c'est pas marqué sur la couverture de mon livre que c'est préfacé par Yann Arthus Bertrand. J'ai jamais mis en avant sur les couvertures que c'était préfacé par une personnalité. Pour moi, la préface, ça doit avoir du sens. C'est pas quelque chose qui sert à faire vendre. C'est quelque chose qui apporte une petite touche de
de sens au livre. Là, ça faisait sens, évidemment, que ce soit lui qui préface mon livre, puisque quand même, c'est lui qui m'a fait découvrir cette vision-là de la photographie aérienne. Il ne faut pas se mentir, il faut l'assumer complètement. Et puis, parce qu'aussi, je me suis engagé ici, localement, pour la défense de l'environnement du bassin d'Arcachon. Donc, c'est quand même un parcours un peu similaire. Et donc, et puis j'ai fait ma fameuse photo du cœur dans l'océan, qui est quelque part aussi le pendant du cœur de veau de Yann Arthus Bertrand. Mais du coup, voilà, ça fait pas augmenter les ventes. Par contre, c'est vrai que quand tu vas chez les libraires pour présenter ton livre, au moment de leur présenter le bouquin pour qu'ils en prennent, et que tu leur dis il est préfacé par Yann Arthus Bertrand, ça les impressionne un petit peu, et du coup ça peut jouer dans le fait d'accepter de prendre le livre dans la librairie. Mais c'est pas quelque chose qui permet de vendre plus le livre. Ça, c'est pas vrai. Faut pas se mentir, ça n'apporte pas de vente supplémentaire. Ok. On va parler, enfin c'est toi surtout qui va nous parler de ton livre organique, donc le dernier, pour lequel tu as eu pas mal de déboires. Mais avant de parler des déboires, j'aimerais qu'on parle un peu de son contenu. Quelle est ta démarche avec ce livre ? Alors, organique, c'est un cheminement qui a duré 2 ans, parce qu'en réalité, je fais un livre tous les 3 ans. Voilà, je fais un livre tous les 3 ans. Ces 3 ans, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour écouler les 1000 exemplaires. Avant, c'était 4000, mais depuis Instagram, le marché du livre, quand même, s'est complètement effondré. Du livre photo, j'entends. Les gens sont dans une espèce de consommation, de streaming de photos gratuites sur Instagram, et donc, du coup, ont moins l'envie d'acheter un livre. Du coup, c'est vrai qu'avant, je tirais à 4000, 5000 exemplaires. Et depuis qu'Instagram s'est complètement répandu, je tire à 1000, et il me faut autant de temps pour écouler 1000 exemplaires qu'à l'époque où je tirais à 4000. C'est-à-dire il faut 3 ans pour écouler 1000 exemplaires, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai pas beaucoup de points de vente, j'ai 5-6 points de vente sur le bassin. Mes livres sont vendus que sur mon site et sur ces 5 points de vente autour du bassin, et la librairie Mola à Bordeaux, donc ça fait quand même, c'est assez limité. Mais il faut 3 ans. Donc du coup, tous les 3 ans, je sors un nouveau livre. Avec le Covid, le nouveau projet avait été décalé d'1 an. Et à la base, je devais faire un livre avec un photographe sous-marin. On devait faire un livre qui était un mix entre les photos aériennes, une vision aérienne du bassin d'Arcachon, et une vision sous-marine, parce que lui, il plonge de nuit avec des éclairages. Il plonge de nuit à 20 mètres de profondeur, et il va photographier des petits êtres vivants qui, du coup, apparaissent un peu comme des extraterrestres. Enfin, c'est assez impressionnant. Et on était partis pour faire ce livre ensemble. On était vraiment motivés. Et en fait, je me suis rendu compte, en démarrant la maquette, que ça ne matchait pas du tout. Le mélange des 2 photos, ça marchait. Dans l'idée, c'était génial, mais visuellement, ça ne marchait pas. Parce que trop de fond noir, les couleurs trop répétitives, en fait, pas assez de variété de couleurs, que ce soit pour l'aérien ou pour le sous-marin. Et donc, je lui ai dit, écoute, ça marche pas. On va pas pouvoir le faire. Regarde, je lui ai dit, ça colle pas. Je lui ai dit, ce qu'on peut faire, c'est un livre divisé en 2. Une vision, la moitié du livre en vision aérienne, l'autre moitié en vision sous-marine. Alors lui, il n'était pas d'accord. Il voulait vraiment que ce soit mélangé. Après, j'ai proposé qu'on fasse 2 livres différents dans un coffret. Il voulait pas non plus. Donc, du coup, sans se fâcher, on a décidé d'arrêter ce projet. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un livre avec que les photos aériennes. Mais du coup, je vais faire un livre beaucoup plus artistique que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Moins de pages, moins de photos, mais grand format. Donc 30-40, qui est quand même déjà un très grand format pour un livre. Ça ne rentre pas dans toutes les bibliothèques. Non, c'est un livre qui est audacieux à faire, je le dis pour nos confrères qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans cette aventure. C'est déjà une aventure de faire un livre standard, au format standard, mais alors c'est encore plus de faire un livre qui est hors norme. Parce que, notamment au niveau de la relure, tous les relieurs ne maîtrisent pas la relure d'un livre en 30-40. Donc ça limite les possibilités pour l'imprimeur au niveau des sous-traitants de relure, et ça fait des tarifs qui sont assez élevés. En plus, tu le sais, le papier a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc évidemment, un livre plus grand, c'est un livre avec plus de papier, donc plus cher. Tout devient compliqué. Et la prise de risque est beaucoup plus importante, puisqu'on arrive à des
des montants, des devis, même pour 1000 exemplaires, qui sont quand même des sommes assez importantes. Alors, bon, je me suis quand même dit qu'il fallait faire ce livre en 30-40, que c'était vraiment un format qui pouvait correspondre avec mes photos. Et je me suis dit aussi que ce serait un livre vertical, à double sens, c'est-à-dire vertical, c'est-à-dire que c'est un livre à la française, alors que tous mes livres précédents étaient à l'italienne, plutôt donc dans une vision un peu panoramique. L'avant-dernier était carré, mais avec des photos à la fois verticales et horizontales. Et là, j'avais décidé de faire un livre uniquement vertical. Donc à double sens, parce que vertical, mode portrait, hein, ouverture à la française, mais vertical aussi parce que toutes les photos, aucune des photos plutôt, ne permet de voir l'horizon. Toutes les photos sont prises à la verticale. Puisque le but de ce livre, c'est de se concentrer sur une vision graphique de la nature, abstraite, la plus abstraite possible, mais toujours avec ces petits détails qui ramènent à la réalité et à l'échelle. Et donc j'ai travaillé sur ce format, après beaucoup d'échanges avec l'imprimeur, notamment de devis, hein. Il y a eu vraiment un cheminement très long pour arriver à trouver le bon compromis entre le format, l'épaisseur du livre. Parce que tu fais un livre grand format, d'accord, mais enfin, s'il est tout fin, s'il est aussi fin qu'un petit magazine, tu vas pas pouvoir le vendre au prix que malheureusement il faut le vendre pour qu'il soit rentable. Les gens, si c'est trop fin, ils vont trouver que ça vaut pas le coup. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, un certain poids. Il faut qu'il y ait quand même, c'est un livre de luxe, donc il faut quand même qu'il y ait des petites, sur la couverture, des petits éléments qui amènent à ce côté luxe. Donc là, en l'occurrence, on a choisi un marquage à chaud du titre. Et du coup, on s'est dit, avec l'imprimeur, puisqu'il n'y a qu'une bobine à changer, puisque ce n'est pas imprimé le marquage à chaud, c'est après, on s'est dit, autant changer la couleur. Et donc c'est pour ça que j'ai 4 versions de couverture différentes. Oui, parce que je me souviens que sur les réseaux, tu avais posé la question aux gens qui te suivent, quelle était la couleur qu'ils préféraient, puis finalement on les a toutes. Voilà, exactement. Il y en a même une qui n'était même pas prévue. Donc, et du coup, oui, ça a évolué comme ça. Donc il y a 2 visuels de couverture différentes. Il y a un visuel d'une photo qui est noire et une photo qui est donc la vase, puisque c'est quand même le concept du livre, c'est quand même le bassin d'Arcachon à marée basse, et tout ce que la marée basse nous fait découvrir comme forme et comme couleur. Et puis, il y a je me suis dit quand même pour les réfractaires au noir, j'ai fait une photo avec une couverture, avec une photo verte, avec plutôt la végétation, les algues et tout, qu'on découvre aussi à marée basse. Et pour la version noire, il y a 3 couleurs de titres différentes. Il y a orange, argent et noir. Donc ça fait finalement 4 chances d'avoir un livre collector, hein, puisque les 1000 exemplaires se divisent entre toutes ces versions. Donc ça, c'est assez intéressant comme concept. Tu as des clients qui les veulent les 4 ? Oui, j'ai des clients qui ont pris les 4, ouais. Malgré le prix, mais voilà. Bon, après, c'est pour offrir, pas forcément pour eux, hein. Mais en général, quand je vends, par exemple, la couverture verte, c'est quelqu'un qui a déjà pris la noire et il veut aussi la verte. Mais j'ai un client et ami, d'ailleurs, qui est devenu un ami, qui lui, voulait les 4. Il a pris les 4. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que quand tu travailles sur une niche, moi je travaille sur le Bénin, comme tu le sais, qui est aussi une niche. Oui. Toi, c'est le bassin. Oui. Les gens qui ont un fort attachement et qui ont un peu de moyens, s'ils sont collectionneurs des objets du bassin, oui, c'est sûr qu'ils vont vouloir les 4. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément pour garder les 4, mais par exemple, lui, il en a offert, je crois, un à son fils. Donc bon, ça reste dans la famille, la version. Et puis il en a un pour lui, il en a offert un à sa femme en fait, hein, donc ils ont chacun le leur. Alors, en fait, il a noyé le poisson de l'achat des 4 livres. C'est ça. Et au final, ils sont les 4 dans la bibliothèque. C'est ça, exactement. Et c'est tout à fait ça. Mais bon, voilà, alors dans les petites innovations de ce livre, j'ai aussi intégré, parce que j'ai voulu quand même amener une petite touche de modernité et de quelque chose de ludique. On est sur un livre finalement assez classique dans sa forme, mais j'ai voulu rajouter quelque chose de ludique et donc j'ai rajouté ce petit QR code qui est sur la page blanche, hein. En fait, c'est un livre avec 120 pages, 52 photos, et il y a en fait une page blanche à gauche avec le titre de la photo,
et puis en bas un petit QR code, et puis la photo à droite, en pleine page. Il y a un petit QR code, et ce petit QR code amène à une vidéo qui a été prise dans l'ULM avec les conversations avec le pilote au moment de la prise de vue de la photo. Parce qu'en fait, je filme tous les vols avec, c'est un peu ma boîte noire en fait du vol. J'intègre une à deux GoPro dans l'ULM. Et puis j'enregistre les conversations, les échanges avec le pilote, parce que c'est quand même un travail aussi de binôme. Oui, le pilote a une grande importance dans la photographie aérienne. Ah, oui, c'est vrai que j'avais noté cette question, mais comme on parle beaucoup, je ne l'ai pas posée. Oui, il y a une complicité nécessaire avec le pilote. S'il n'y a pas d'échange avec le pilote, s'il n'y a pas d'affinité, bon, le vol en général, ça se passe pas bien. Mais quand il y a une vraie complicité entre les deux, quand on sent que le pilote, ça l'intéresse de faire ça et de conduire le photographe. Alors je veux dire, la créativité se démultiplie forcément. Oui, parce qu'il participe au cadrage complètement. Donc du coup voilà, ça c'est important. Et donc les gens peuvent voir en fait comment a été pris, où a été pris, comment a été pris la photo. Je trouve que c'est assez intéressant. Ça m'a donné beaucoup de travail parce qu'il a fallu retrouver. J'imagine. Parce qu'il faut retrouver dans les 1h30 de rush de la GoPro l'endroit précis où a été pris la photo. x52. x52. Alors j'ai pas les 52 photos illustrées en vidéo parce qu'en fait mes vols durent parfois 2h30 et la GoPro ne dure qu'1h30, 1h30. Et donc du coup les photos qui ont été prises après ne sont pas prises en vidéo, quoi. Donc du coup j'ai un peu plus de la moitié quand même des photos du livre qui sont accompagnées d'une vidéo de présentation. Making of, quoi. Ok. Alors, je te suis sur les réseaux, donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Je crois que je l'ai déjà dit 2 fois dans l'épisode. Ouais. Tu as eu pas mal de déboires que tu as partagés sur Facebook. C'est un phénomène nouveau, puisqu'on est sur un podcast principalement sur les livres. Du coup, oui, on peut en parler. C'est pas la peine de se voiler la face. Aujourd'hui, ça devient compliqué de produire de manière industrielle en France, peut-être même en Europe. C'est pas lié que aux livres. J'ai dans ma galerie beaucoup de clients qui sont liés au milieu industriel dans plein de domaines, même dans des domaines de pointe comme l'aéronautique. Et du coup, on discute aussi de tout ça. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est de plus en plus difficile d'échapper à un couac industriel. Lors du précédent livre Une autre planète, j'ai eu le droit à un véritable cauchemar, puisque j'ai eu tout ce qu'on pouvait craindre sur un livre comme défaut. J'ai eu des pages arrachées, des cahiers à l'envers, des rayures, j'ai eu tout ce qu'on pouvait craindre, je l'ai eu. Et sur les 1350 exemplaires que j'avais commandés à l'imprimeur, il y en a quand même près de 500 qui sont partis à la poubelle. Donc ça a donné lieu à un litige avec l'imprimeur, enfin ça a été très compliqué à gérer. Donc j'étais franchement dégoûté en fait, complètement dégoûté. Et j'y allais à reculons sur organique. J'y allais à reculons. Du coup, j'ai décidé de travailler avec un autre imprimeur. En France, toujours. J'ai toujours choisi de travailler avec des imprimeurs et des relieurs en France. Et malgré toutes les précautions, malgré tout le passif dont ils étaient au courant, on a eu un accident industriel, une fois de plus, puisque ça s'est passé chez le relieur, en fait. Une petite roulette en caoutchouc d'un guide machine a agrippé de l'encre et l'a déposée sur les pages blanches, a généré une toute petite trace, une petite ligne, à peine perceptible, mais on avait convenu avec l'imprimeur que ce livre devait être absolument parfait. C'est quand même un livre qui est vendu 89 € au public, donc il faut qu'il soit absolument parfait, donc 0 défaut. L'imprimeur a complètement assumé avec son prestataire, ils ont totalement assumé l'erreur. Et donc, ils ont réimprimé la totalité du livre. Alors, par contre, le livre est sorti avec beaucoup de retard, puisqu'il devait sortir fin juin. Et il est sorti début août, en pleine saison. Alors, en plus, avec les incendies dont on a parlé tout à l'heure, l'ambiance était un peu particulière.
Donc on va dire que j'ai un peu raté la sortie de mon livre, mais heureusement, comme j'ai ma clientèle de fidèles, d'amoureux du bassin, de gens qui aiment mon travail, j'ai vraiment pu compter sur eux. Ils ont été présents au rendez-vous. Les libraires aussi, avec lesquels je travaille, ont joué le jeu. Et du coup, on est en train de rattraper ce retard perdu. Et puis pour les 1000 exemplaires qui ont été, malheureusement, qui ont eu ce petit défaut, évidemment, il n'est pas question qu'ils soient gaspillés et qu'ils partent à la poubelle. Ce serait un gaspillage terrible de papier, d'énergie aussi. Donc, je suis en train de trouver des solutions pour les sauver, le défaut étant vraiment à peine perceptible. Je les vends à des entreprises qui font des cadeaux de fin d'année et qui sont des entreprises principalement de la région, donc qui ont cet ancrage au territoire. Et je suis comme ça, petit à petit, en train d'arriver à sauver ces livres. Donc j'en ai déjà sauvé 300. Et maintenant, j'essaye de sauver les 700 qui restent. Donc je pense que je vais y arriver. Mais je me serais bien passé, effectivement, de cette nouvelle péripétie. Il faut en être conscient. Dès qu'on produit un livre un peu hors norme, dans le format, dans l'épaisseur, dans les choix de papier, etc., on se heurte à un accident industriel. Comme me l'a dit le responsable de l'imprimerie, il m'a dit on a de plus en plus de mal ce sont des métiers qui n'attirent plus, en fait, quoi. Et donc, il me dit on a de plus en plus de mal à garder les gens et à les former et que les gens fassent leur carrière dans le milieu de l'imprimerie. Et donc, on n'est pas à l'abri que le mec derrière la machine, alors je ne parle pas de la machine qui imprime, parce que là, on a quand même des gens qui sont formés, mais je parle du mec qui est derrière, l'ouvrier qui était derrière cette machine, le technicien qui était derrière cette machine où il y a eu cette petite roulette en caoutchouc qui a trop appuyé. Bon, il n'a pas vu la rayure, quoi. Il n'a pas fait son travail correctement, parce qu'il aurait dû voir la rayure. Soit il l'a vu et il ne l'a pas dit à son patron, soit il ne l'a pas vu. Et donc, il est possible que ce soit un intérimaire ou que ce soit quelqu'un qui n'est pas motivé parce qu'il prend ce boulot-là, mais il ne va pas y rester, il sait que ça ne le fait pas rêver, il ne va pas y rester. Donc ça, c'est un nouveau phénomène qu'il faut absolument prendre en compte, qui ne se généralise pas qu'au milieu de l'imprimerie, ça se généralise en général pour le secteur industriel. On entend beaucoup parler en ce moment des entreprises qui ont du mal à recruter. Et donc, c'est quelque chose dont nous, les photographes qui produisons des livres, devons avoir conscience. On va être de plus en plus confrontés à des accidents industriels et donc il faut prendre beaucoup de précautions. J'ai envie de dire, si je peux donner un conseil aux autres photographes qui veulent se lancer dans l'aventure de l'auto-édition, essayez vraiment de vous renseigner sur toutes les étapes de la production d'un livre. Moi, j'en ai encore appris, là. C'était mon 7e livre et pourtant j'en ai encore appris. Et essayez de tout contrôler vous-même. Je veux dire, à mon avis, le prochain livre, je vais me débrouiller pour aller chez le relieur, vérifier pendant la production, au début de la production du travail du relieur, je vais aller moi-même vérifier comment ça se passe. J'ai l'impression que si on ne fait pas tout soi-même, si on ne vérifie pas tout soi-même, j'ai l'impression que le seul moyen d'éviter un accident, un incident, c'est de tout vérifier soi-même, de tout maîtriser soi-même. Voilà, c'est la leçon que j'en tire encore cette fois-ci. Maintenant, le livre, il est impeccable, sinon l'imprimeur s'est démené, il a tout assumé, il a tout refait dans un temps record. Et c'était pas évident parce c'était un papier un peu spécifique, il fallait en trouver, donc je sais pas comment il a fait pour le trouver, mais il l'a trouvé. Oui, puis il y a une crise du papier. Le papier, c'est terrible. C'est pas simple. Non seulement il est très cher, mais en plus on n'en trouve pas. Donc oui, ça a été, je pense, je suis conscient, moi, des efforts qui ont été faits par l'imprimeur. Mais il faut être conscient aussi que dès qu'on fait un livre un peu hors norme, on se heurte à ces difficultés-là. Écoute, je te remercie, Stéphane. On approche des 1h20 d'interview. Je suis bavard, moi, tu sais. J'ai plus long encore. D'accord. Est-ce que tu veux conclure est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette interview ? Écoute, d'abord, je veux te remercier de cette initiative, d'abord de créer ce blog.
sur ce blog audio, ces podcasts. C'est très intéressant d'écouter l'expérience des confrères et consoeurs, de partager ensemble et puis aussi auprès du public nos expériences. Donc ça, c'est vraiment génial parce que la photographie, c'est pas que des images, c'est aussi les histoires qui vont avec, c'est le cheminement. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut qu'on s'agrippe vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'images qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Il y a ce fameux streaming de photos dont je parlais tout à l'heure. Ça banalise complètement la photo. Les gens s'habituent à regarder une photo en 2 secondes, et zapper, passer à autre chose. Eh bien, nous, je pense que les professionnels, on doit absolument faire d'énormes efforts pour inciter notre public à prendre plus de temps. Et donc, pour ça, il faut ramener de la valeur ajoutée sur nos photos. Il faut raconter les histoires qui vont avec. Il faut avoir recours aux vidéos, aux petits making-of, aux réseaux sociaux pour pas seulement partager les photos, mais partager les histoires qui les accompagnent. Ah, mais je suis complètement d'accord avec Donc toi. ça, c'est vraiment mon mot de la fin, en fait. Voilà, c'est ça ma petite conclusion. C'est soyons tous dans cette idée de raconter la photographie et pas seulement de montrer nos photos. Ok. Alors Stéphane, tes photos et tes livres, on peut les trouver en toute logique dans ta galerie de la Hume. Tu disais tout à l'heure que tu étais distribué également pour les livres dans les librairies autour du bassin, une librairie à Bordeaux et sur ton site web. Oui, c'est ça ? Oui, donc www.stéphanescoto.com et puis après, évidemment, on peut me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'accord, mais je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Très bien. Avant de monter le volume du jingle de fin, une dernière question. J'en parlais tout de suite au début de l'introduction de l'épisode. Alors, team chocolatine ou team pain au chocolat ? Ici, si je prononce le mot pain au chocolat, je me fais lyncher, tu imagines bien. Mais moi, je suis plutôt team huître. Et donc d'ailleurs, on va aller manger des huîtres maintenant, si tu veux bien. C'est ça, avec grand plaisir. Merci Stéphane. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, une note. Alors je n'accepte que les 5 étoiles sur Apple Podcast pour pousser un peu l'algorithme et faire connaître le podcast, faire connaître les auteurs, leurs livres. Et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Au revoir tout le monde.